Le 18 février 1944 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vineuil du film Les aventures fantastiques du baron Munchausen sous le titre Vive la couleur, texte intégral. J'espère qu'il n'est plus utile de refaire à nos lecteurs la petite théorie rituelle du cinéma en couleur. La couleur dite naturelle est à l'écran une fiction, pour longtemps et sans doute pour toujours. La couleur est une palette, gigantesque, déjà subtile, mais encore une palette que la science a déposée sur la table de nos metteurs en scène et de nos photographes. Il est certainement important de perfectionner la vraisemblance de la couleur, mais non moins utile de chercher un style de la couleur. Dans un film de thème réaliste, comme La Ville dorée, film d'ailleurs plein de mérite et d'intérêt, régnait encore une certaine indécision quant au dessin poursuivi. Indécision qu'un spectateur un peu averti ne pouvait manquer de ressentir. L'auteur avait oscillé entre la recherche de la vérité en soi et l'emploi d'une couleur stylisée, d'une couleur psychologique. Je disais à cette place, dès ce moment-là, notre impatience de voir les aventures fantastiques du baron Munchausen. Les deux seuls films en couleur vraiment réussis que l'on avait vus avant la guerre étaient l'un un film sur la couture, ne s'appelait-il pas Vogue, tout en intérieur avec les robes jouant sur des fonds neutres, l'autre, le charmant Tom Sawyer, où les imperfections même du bariolage ajoutaient au charme d'un album enfantin. Dans l'un et l'autre cas, le thème permettait de marier à son gré une couleur arbitraire, au lieu d'en être l'esclave, comme les nigauds qui se figurent rivaliser d'intensité et de subtilité avec le prisme solaire. Nous attendions donc avec une extrême curiosité Munchausen, où les réalisateurs allemands s'ouvraient le domaine de toutes les libertés, celui du fantastique, le domaine par excellence de la couleur. Voici enfin Munchausen précédé d'un lancement fort remarquable, adroit sans être tapageur, ce qui est rare dans la corporation. Ces préambules ont suffisamment familiarisé le public français avec le baron Munchausen pour qu'il soit inutile de faire un long portrait du personnage. Munchausen, personnage historique officiellement du XVIIIe siècle, qui s'enrôla dans l'armée russe et courut le monde, donna sans doute naissance à sa légende par son caractère fanfaron. De son vivant déjà, on publia les premiers récits, anglais et allemands, de ses aventures supposées, celles d'un matamor qui serait aussi alchimiste et poète, tenant de Cagliostro, de Swift, d'Anderson et de Méliès avant la lettre. La guerre, l'amour, les voyages, l'Orient, la sorcellerie, la navigation interplanétaire, le plus beau sujet du monde, pour tous les enfants, petits et grands, et pour leurs jouets favoris, le cinéma. Munchausen, après un départ moderne, un peu lent, mais qui contient un gag excellent et bien amené, celui de l'électricité, nous ramène en plein XVIIIe siècle, avec le retour dans sa petite ville natale du piaffant et très galant baron, salué par les hurrahs de tout le sexe faible. Le plus entraînant préambule d'opérette que l'on puisse concevoir, une opérette comme aucune scène de théâtre n'en réalisera jamais. Munchausen, après avoir fait admirer ses dernières inventions et celles de son fidèle serviteur et complice, Christian, repart le soir même. Nous le suivons à la cour de Russie, où il séduit incontinent Catherine II. Il reste 6 mois dans ses bras, reçoit de Cagliostro le don d'éternelle jeunesse, la bague magique qui procure l'invisibilité, puis va combattre les Turcs, devient leur prisonnier, s'échappe du harem d'Abdulhamid avec une belle captive italienne, s'embarque pour de nouvelles aventures. Inutile de dire que sur les traces de ce bouillant personnage, la caméra retrouve toute son agilité. La couleur, elle, est décidément beaucoup plus souple et fine dans le procédé Agfacolor d'Allemagne que dans le Technicolor des Américains, tel du moins que nous l'avons connu avant la guerre.
Tom Sawyer était fort lourd auprès de Munchausen. Dans Munchausen, la technique, en progrès manifeste sur La Ville dorée, où subsistait un ton de base rougeâtre, est presque entièrement dominée. Le réalisateur Joseph von Backi obtient à son gré des délicatesses d'aquarelle, de pastel, un éclatant bariolage de ballets russes, de carnaval vénitien, une fraîcheur de vieilles imageries, comme dans le délicieux départ de la montgolfière. Le charme acidulé, ingénu de la couleur, n'est plus dû au hasard, mais à une volonté qui compose une palette, comme dans un vaste dessin animé. On constatera que les lourdeurs imputées à certains spectacles allemands sont presque entièrement absentes de Munchausen. Joseph von Backi sait frôler l'outrance, la parodie, sans y tomber, avec un art très savoureux. Nous sommes, avec Munchausen, dans un des domaines favoris de la fantaisie germanique, le rococo, le baroque, qui peut si bien s'épanouir dans ces tableaux de la cour russe, de la turquerie, du carnaval dans la Venise de Tiepolo. Le choix de ces tableaux, sur lesquels on portait les efforts essentiels, a été des plus heureux. L'imagerie du peintre metteur en scène s'y ébat à son gré. Exubérance des décors et des costumes, humour bonhomme qui ne perd jamais ses droits au milieu de ce faste, la joliesse des porcelaines de Saxe mariée à une pointe de salacité. Tels sont les caractères de cette fantaisie, beaucoup moins pesante que le gros luxe du cinéma américain. On ne cherche pas à nous en mettre plein la vue, mais à égayer nos regards par la profusion des détails. L'auteur est le premier à se divertir. Le boudoir rose et capitonné de l'impératrice, comme le harem de Abdul-Hamid, sont à la fois somptueux et cocasses. Dans cette atmosphère plus proche du conte que du music-hall, Munchausen se bat avec les habits enragés. Il chasse avec le fusil magique, qui permet de viser un objectif à 500 km. Il chevauche les airs sur un boulet de canon. Il se fait invisible pour violer le secret du sérail et enlever la belle princesse de son cœur. Il surveille l'arrivée de son messager La Flèche, qui en 1 heure fait sur ses jambes le trajet Constantinople-Vienne et retour. Le cinéma réapprend ainsi les trucages, toute cette magie dont il a le pouvoir et qu'il néglige si sottement. On pouvait craindre que le rôle du baron ne fût plus dans les cordes de Hans Albers. Il fait au contraire un Munchausen charmant, rieur, optimiste, flegmatique, salace, aussi alerte et juvénile que lorsqu'il débutait à l'écran il y a 25 ans. Cagliostro a certainement rendu en cachette visite au bon Hans Albers pour mettre dans sa poche une bouteille de l'élixir de jouvence. Léo Slezak incarne un sultan monumental digne de faire rêver Walt Disney et Dave Fleischer. Ilse Werner est très belle, et de célèbres vedettes allemandes, Brigitte Hornet, Ferdinand Marian, excellents dans des rôles épisodiques. La partie est gagnée, brillamment. Comme devant la plupart des films de cette veine, nous emportons quelques regrets. Nous sommes de vieux gosses terriblement exigeants. Quand on nous ouvre le pays du merveilleux, nous ne voudrions plus en sortir. Nous aimerions que les frasques et sortilèges de Munchausen se multipliassent. Sans parler seulement de ses enfantins désirs, il est certain que le réalisateur de Munchausen aurait pu user mieux de ses libertés, traiter d'autres épisodes que l'on attendait un peu. Il est loin d'avoir atteint, malgré les dimensions de son film, le métrage limite. Le public suivrait encore avec joie une demi-heure supplémentaire de spectacle. Les gags, si bons soient-ils, sont un peu dispersés. On aurait pu sacrifier un peu moins aux canons commerciaux du cinéma dans les amours de Munchausen. Il y a encore de la timidité dans ce retour au fantastique, surtout si l'on songe à ce qui est possible, à ce qui sera. On est encore retenu par des scrupules réalistes, auxquels s'ajoute ici cet aspect toujours dégressif de la péripétie, qui est décidément d'origine ethnique
dans le cinéma allemand. L'intérêt diminue dans les dernières séquences de Munchausen. L'épisode de la Lune tourne court et reste dans la banalité. L'épilogue où Munchausen, après 2 siècles de jeunesse, renonce par amour à ses miraculeux avantages et va vieillir en même temps qu'une épouse adorée, ne laisse pas d'être mélancolique. On eût préféré à cette idée d'ailleurs jolie, un prolongement fabuleux du personnage. Pourquoi n'aurait-on pas vu, par exemple, le Munchausen de 1944 venant assister à la projection cinématographique de ses aventures, et se volatilisant, tout à coup, aux yeux d'une salle ébahie, et semant, tel le voyageur de l'ami Barjavel, une panique burlesque par sa présence et son rire invisible. Mais sans doute faut-il tenir compte ici de la sensibilité germanique. Dans l'éblouissant poème symphonique de Richard Strauss, Till Eulenspiegel, le joyeux luron meurt aussi. Quoi qu'il en soit, Munchausen marque une étape importante. On comprend que les représentants d'Hollywood, qui l'ont vu au dernier congrès international de Lisbonne, en aient avalé leur chewing-gum. Le beau travail accompli en Allemagne depuis 3 ans par les spécialistes de la couleur, la réalisation d'un ouvrage de cette envergure par un pays qui mène une lutte gigantesque, sont aussi des victoires de ce cinéma européen de guerre, dont la vitalité ne sera pas l'un des phénomènes les moins singuliers de ce temps. Le succès de Munchausen auprès du public parisien est étourdissant et doit battre je ne sais combien de records. L'instinct du public, en l'occurrence, est bon. Je sais que la couleur nous vaudra sur l'écran bien des horreurs, mais comme mon excellente consoeur Arlette Jazarin, j'y crois, comme j'ai cru au Parlant dès ses débuts, alors que trop d'excellents cinéphiles enterraient déjà le 7e art. Ce n'est pas seulement avec optimisme qu'il convient d'envisager l'avenir de la couleur cinématographique, mais avec enthousiasme. C'est un trésor dangereux que les fabricants emploieront souvent d'une manière grotesque, mais un trésor inépuisable pour les poètes et les artistes. Et Munchausen lui-même, qui sera dans 30 ans l'un des charmants primitifs de cet art nouveau, fait apparaître déjà anachroniques les grands spectacles des planches théâtrales, opérettes, music-halls, féeries en vase clos, étouffant entre cour et jardin.